Alors Bruno, tu es un artiste français, né en France, de culture française. Tu es présent dans l'exposition des Hommes des Mondes avec une œuvre au titre un peu étonnant, pour le sujet de l'exposition en tout cas, qui est « Et il n'y aura jamais de paix ». Est-ce que tu peux en dire un peu plus déjà sur cette œuvre et son titre? Oui. Déjà, c'est pas le titre de l'œuvre, hein, puisque le titre de l'œuvre, c'est Voix numéro 15, je crois. Voix numéro 15. Ouais. Bon. Et effectivement, il y a une phrase écrite sur le tableau sous forme de sous-titre, et cette phrase, c'est « Et il n'y aura jamais de paix ». Donc c'est une œuvre que je redécouvre avec vous, avec beaucoup de plaisir, mais qui est sortie de l'atelier déjà au moins une dizaine d'années, que je n'avais pas revue depuis. La phrase « Et il n'y aura jamais de paix » était pour moi une phrase prophétique, je dirais, et qui avait la particularité, je pense, d'être toujours d'actualité. 10 ans après, 20 ans après, 30 ans après, je pense qu'elle sera toujours d'actualité. Elle a été prononcée par le secrétaire d'État américain James Baker après une conférence négociation de paix, en tout cas entre Israël et la Palestine, il y a une quinzaine d'années. Et dans le fond de ce tableau, il y a une autre image, donc il y a une dialectique qui s'opère entre l'image et le texte, où on voit une forme un peu vague, un peu molle, un peu déformée. Et en fait, c'était la forme le châssis de ma fenêtre que je voyais à travers un verre en buvant. Et qui était en fait une croix, donc une croix christique, déformée par cette vision très étrange, quoi. Et qui me semblait en rapport avec cette phrase, en tout cas, dans ce qui peut concerner directement le temps, la traversée de cette image à travers le temps, à travers 20 siècles, et cette phrase qui aurait pu être prononcée il y a aussi 20 siècles et qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Voilà, mais alors cette croix et cette phrase donc, que tu te réappropries, est-ce que ça signifie une vision finalement pessimiste de la marche du monde? De fait, il n'y a pas de paix. C'est pas pessimiste, c'est un état de fait. Il n'y a, pas de jugement, il n'y a aucun jugement dans ce choix. Il n'y aura jamais de paix tout de même. Et il n'y aura jamais de paix. Mais ça ne veut pas dire, c'est pas une affirmation en soi qui est valable jusqu'à la fin des temps. En l'occurrence, toute l'histoire de l'humanité nous montre qu'il n'y a jamais eu de paix. Comment, au-delà de cela, tu regardes toi-même depuis ta situation, donc, qui est d'être français, donc je le disais d'entrée de jeu, comment tu regardes cette donnée d'un monde ouvert où se croisent tant de différentes cultures, tant de traditions qui auraient été, il y a quelques années, incapables de se regarder peut-être, qui peut-être aujourd'hui se font la guerre d'une certaine façon. Comment vois-tu tout cela? Déjà, par exemple, pour en finir avec ce tableau, dans ce cas précis, c'est une voix entendue quelque part dans le monde qui nous parvient. Je trouve ça très beau, même si c'est des procédés qui sont déjà mis en place bien avant ce qu'on appelle le concept de globalisation ou de mondialisation. Les voix ont déjà parcouru la planète depuis très longtemps. Maintenant, pour moi, tout ça, c'est toujours une expérience qui doit se vérifier de manière physique. J'ai eu la chance de travailler dans différents pays du monde, très lointains de notre culture, comme le Japon, des vrais séjours, hein, des séjours où je m'arrête, où je travaille, où je m'installe, les États-Unis, plus d'autres grands voyages. Et ton travail en a été marqué comment? Il est forcément marqué par la culture du pays, si on est un tant soit peu ouvert, et c'est surtout le fait d'y rester qui fait qu'on s'imprègne de cette culture. Après, c'est toujours... je pourrais reprendre un concept de François Julien qui est par rapport à la Chine, par exemple, qui est quand il écrit ce très beau livre qui s'appelle « Pensée du dehors ». C'est-à-dire que cette culture du dehors nous donne un regard sur notre... Enfin, en tout cas pour moi, sur notre propre culture. Et c'est ce que ça m'a surtout apporté, plutôt que de faire l'illustration de ce que j'aurais pu leur prendre et revenir avec, c'est le regard que ça m'a donné sur ma propre culture, sur ma propre histoire. Et surtout... je pense surtout après le séjour aux États-Unis,
la profonde envie sincère de revenir en Europe et le besoin profond que j'avais de cette culture européenne, de cette peinture européenne, non seulement classique, mais contemporaine. Parce qu'en revenant de New York en tout cas, je pense, et c'était il y a une dizaine d'années, et je pense que c'est toujours valable aujourd'hui, je pense que les peintres européens sont beaucoup plus intéressants que les peintres américains pour moi. Donc voilà, en tout cas la mondialisation ou la globalisation, c'est pas un sens unique, quoi. En tout cas, moi, ça m'éclaire plus sur ce que je suis, plutôt que ce que sont les autres, pas par manque d'ouverture. Ça m'intéresse beaucoup, cet effet paradoxal. On sera facilement d'accord en le constatant chez beaucoup d'autres, sur le fait que la rencontre des autres, elle conduit à mieux se comprendre soi-même dans sa différence. Bien sûr. Et ça, c'est tout à fait évident et intéressant. Mais quand même, il y a l'approfondissement de soi, il y a le fait de mieux savoir d'où l'on vient, qui l'on est, comment on est différent de tous les autres. En même temps, sans doute que le côtoiement des autres peut conduire aussi insensiblement à emprunter aux autres, à vérifier à quel point, ici ou là, on peut leur ressembler, leur être proche en tout cas. Non, c'est aussi, j'imagine, ton expérience. Ah bah oui, bien sûr, ça c'est évident, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si on a un tant soit peu d'ouverture d'esprit, c'est une chose qui s'opère quasi de manière naturelle. Hein. C'est un mouvement, oui, très naturel, ça. Et donc, cette peinture, j'y reviens un moment, elle a donc une espèce de lien ou un arrière-plan ou une connotation, disons, chrétienne. Est-ce que d'abord tu peux expliciter un peu cela au niveau très, très personnel, peut-être aussi de ton intérêt pour le christianisme, pour cette culture, Et peut-être au-delà, est-ce que tu donnes à cette croix dont tu parlais tout à l'heure, décrivant ton œuvre, une dimension d'universalité, justement, où est-ce qu'elle est la particularité chrétienne, judéo-chrétienne? Oui, la particularité judéo-chrétienne, en tout cas, elle était le troisième pendant aussi par rapport à cette phrase, qui était la tentative de résolution d'un conflit entre Israël et la Palestine, oui. Donc aussi entre le monde musulman et le monde juif. Donc elle vient compléter la trilogie du Moyen-Orient, oui. Parce qu'elle avait sa place par rapport à ces données, quoi. Maintenant, on voit bien que ce soit la phrase, que ce soit l'image, ça traverse l'histoire et c'est plus presque l'ombre de la croix, même si c'est très lumineux. C'est très lumineux, en fait, c'est un tableau très très lumineux. Oui. Mais c'est ce qui reste de cette croix à travers l'histoire. Après, mon rapport direct au christianisme ou à sa culture, oui, c'est surtout par la culture, au catholicisme, par rapport à mon travail, passe essentiellement par la culture, même si je suis je suis né dans un milieu catholique et je n'ai absolument pas renié cela. Mais tout ça s'est enrichi aussi par la peinture, par la sculpture, par l'architecture, et ça fait partie intégrante journalière de ma pensée. Ah oui. Et le langage de la peinture traverse les frontières. Comme la musique, il y a peu de langage qui traverse les frontières, surtout sans traduction. Je pense qu'il est très difficile de défendre aujourd'hui une peinture, un art qui se revendique aussi d'une culture française et d'une position française dans le monde. Ça, c'est très difficile en France, très difficile. Et moi, je pense que c'est ce que je fais, et je pense que ce que je vais faire de plus en plus. Oui. Mais au-delà de cette revendication d'appartenance française, est-ce que tu as
De culture française. Hein. Là, je parlais essentiellement de peinture. Oui. Hein. Je parle des peintres. Fait, moi aussi, je parle des peintres qui m'inspirent. Je parle des peintres. Justement, quels sont les peintres français qui t'inspirent et dont tu as envie un peu de porter à travers ton œuvre ou dans tes propos, en fait, de porter un peu le témoignage, la mémoire au-delà de la France et de l'Europe? Quels sont les peintres qui te touchent? Au-delà, je ne sais pas si j'y arriverai à ça, mais... Dans ton travail, ne serait-ce que ça. Oui, ce qui me touche. En tout cas, ce qui m'aide à peindre. C'est très simple, ça. Je ne sais pas si ça me touche, si c'est une revendication, si c'est un hommage, c'est pas ça du tout. Ça m'aide à travailler, ça m'aide à vivre. C'est essentiellement Nicolas Poussin, les peintres du XVIIIe, que ce soit Fragonard, Watteau, du XVIIe. C'est presque tous les impressionnistes, de Cézanne, Manet, Monet. Ça, c'est pour moi les derniers grands peintres français qui ont été parmi les êtres les plus libres qu'il y ait eu dans notre histoire, dans notre culture. On en fait aujourd'hui des boîtes de chocolat, on en fait des choses insignifiantes, mais je pense quand même qu'il se joue là quelque chose de très, très, très important et qui est toujours très, très actif. Et si on voit ça, c'est vrai que c'est une peinture typiquement française, et il n'y a pas à le nier, ça, et ça se voit tout de suite si on les compare aux Allemands, aux Américains, aux Chinois. C'est très, très, très français, c'est une position française. Voilà. Est-ce que faite de légèreté, de bonheur, de joie, Est-ce que tu aimes certains peintres donc non européens, non français de surcroît? Bien sûr, oui, bien sûr. Après, justement, contemporains. Qui pourrais-tu citer dans les peintres qui t'intéressent de Chine ou d'Amérique? Contemporains, il n'y en a plus beaucoup malheureusement. Oui. Je pense que l'âge fait qu'on écrème très vite. Il y a beaucoup de peintres qui m'ont aidé, influencé, que j'ai beaucoup regardé. En fait, les peintres contemporains, on les regarde. Enfin, moi en tout cas, je les regarde pendant une période. Mais je vois bien que je ne les regarde pas toute ma vie. Nicolas Poussin, je le regarde depuis 30 ans et je le regarderai jusqu'à la fin de mes jours. Et il m'apportera des choses jusqu'à la fin de mes jours. Après, les peintres contemporains, c'est une autre histoire. On est embringué dans tellement de complexité, de marché, de finances, de visibilité. Donc l'histoire des individus est complexe. Bon, j'ai parlé de Luc Tayman tout à l'heure, c'est un ami. J'ai regardé son travail très longtemps. Parce qu'on a travaillé ensemble, parce qu'on a fait des expositions ensemble, parce qu'il est venu me chercher en France. Voilà, maintenant, aujourd'hui, voilà, c'est vu, les choses ne se renouvellent pas non plus aussi vite pour nous donner de l'intérêt sur une très 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 longue durée. Je respecte toujours ça, j'attends toujours de voir les nouveaux tableaux qu'il fait, mais ce n'est pas des choses qui me préoccupent beaucoup maintenant. Et il y en a une autre, comme Kippenberger en Allemagne, pareil, ou Paul Klee, le peintre allemand, que je trouve toujours un des peintres les plus importants d'Europe et du monde, malgré qu'il soit mort, comme Kippenberger, un peu trop vite, un peu trop tôt. Bon. Écoute, merci beaucoup.